Parmi les plus grands monuments de l'histoire de France, on retrouve Notre-Dame de Paris, le Dôme des Invalides, la Tour Eiffel. La France regorge de monuments, mais selon moi, il y en a un qui se distingue des autres, le château de Versailles. Il est à lui seul le symbole d'une époque. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir le château de Versailles et plus précisément ses innovations technologiques dignes de la grandeur du siècle de Louis XIV. Alors, avant d'évoquer les innovations technologiques du château de Versailles, il nous faut revenir sur sa construction. Le projet du château de Versailles est né en 1661. À ce moment-là, le surintendant des finances, l'équivalent du ministère de l'économie, était Nicolas Fouquet. Celui-ci, pour impressionner le roi, l'invita à une fête au château de Vaux-le-Vicomte. Louis XIV fut reçu à une fête grandiose dans des jardins à la pointe de la technique et de l'esthétique. Mais cette fête était tellement fastueuse qu'elle en était devenue humiliante pour le roi Soleil. Ainsi, celui-ci va l'accuser de détourner les fonds de l'État, va l'emprisonner et de cette façon le mettre en disgrâce. Après cela, il décida de la construction du plus beau château jamais construit, à la hauteur de son règne, le château de Versailles. Il était situé à cet endroit afin de rester éloigné de Paris, afin d'avoir suffisamment de place pour accueillir les nobles et les avoir sous son contrôle, et aussi parce que Louis XIV adorait le château de Versailles, construit par son père, Louis XIII. Pour faire construire ce château, il réquisitionne les équipes de Nicolas Fouquet, dont un certain André Le Nôtre, dont nous reparlerons. Au total, 36 000 hommes travaillent sur le projet, et beaucoup y mourront. Nous n'allons pas revenir sur tous les aspects du château, mais seulement sur la partie scientifique de Versailles dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un documentaire plus long sur le domaine de Versailles ou sur le siècle de Louis XIV en général vous intéresserait. N'hésitez pas également à vous abonner pour avoir plus de vidéos en lien avec ce sujet. Bref, revenons au château de Versailles. Tout d'abord, la science se manifeste au château de Versailles à travers les différents jeux d'optique. André Le Nôtre, le concepteur des jardins de Versailles, était aussi un ami de René Descartes, un grand mathématicien du siècle de Louis XIV, qui a écrit un traité d'optique. De ce fait, il inclut des effets cachant la véritable grandeur du château de Versailles. Par exemple, depuis la Galerie des Glaces, nous avons une vue sur plus de 10 km du grand bassin. Ce bassin est constitué de 3 disques, tous de plus en plus larges. Pourtant, depuis le château, on a l'impression qu'ils sont proches et de la même taille. De plus, avec l'organisation du petit parc, la partie des jardins avec tous les bosquets, une partie des fontaines nous est complètement invisible. Il faut se rendre sur place pour s'en rendre compte. André Le Nôtre avait par ailleurs l'habitude de dire « L'œil crée la perspective, la marche la fait vivre ». Il ne va d'ailleurs pas en rester là. Il ira jusqu'à optimiser les ombres pour amplifier les perspectives. De cette façon, un véritable effet de surprise est créé pour les courtisans. N'oublions pas que Versailles est avant tout un outil de propagande pour montrer la puissance du roi Soleil. Le deuxième domaine où la science a son importance à Versailles est celui des fontaines. Plus de 2000 fontaines furent construites à Versailles. Mais comment une fontaine peut-elle fonctionner sans électricité ? Les ingénieurs ont eu l'idée de placer des réservoirs d'eau sur les toits du château, 25 mètres plus haut que les fontaines, pour augmenter la pression de 2,5 bars. Mais pour augmenter encore plus le débit d'eau, ils ont décidé de réduire les diamètres de la tuyauterie. Ainsi, au niveau des réservoirs, on est à 30 cm de diamètre, contre 4 cm au niveau des fontaines. Ces canalisations sont de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie. Elles sont en plomb ou en fonte et sont encore aujourd'hui d'origine pour la plupart. Ces canalisations représentent plusieurs dizaines de kilomètres. Un exploit, sachant qu'autrefois, on ne pouvait pas fabriquer des pièces de tuyauterie de plus d'1 mètre de long. Mais la plus grande problématique de ces fontaines reste l'alimentation en eau. Tout au long du règne de Louis XIV, ce sera un problème. Dans un premier temps, l'eau sera pompée et drainée depuis des étangs aux alentours. En effet, je vous rappelle que Versailles se situe dans une zone marécageuse. L'eau ne manque pas. Puis, cela devient insuffisant. On a donc tenté de construire un canal détournant le fleuve de l'Eure. Seulement, avec les très nombreuses guerres menées par Louis XIV, les 22 000 soldats du projet sont mobilisés au front et le chantier est abandonné. Finalement, les ingénieurs vont redoubler d'innovation. 2 d'entre eux vont concevoir la fameuse machine de Marly, mettant fin à cet épisode historique appelé la guerre de l'eau.
Il s'agit d'une machine située aux abords de la Seine, 162 mètres plus bas que Versailles. Elle remonte, grâce à la force du courant et à l'utilisation de grandes roues, l'eau de la Seine jusqu'au toit de Versailles. Dans un premier temps, la machine fonctionne parfaitement. Néanmoins, avec les années, elle perd rapidement en rendement. Pour faire face aux problèmes d'approvisionnement, les fontainiers vont finalement acheter des sifflets pour n'activer les fontaines que lorsque le roi passe. Pour conclure, on peut quand même dire que Versailles est un chef-d'œuvre d'ingénierie à la française, de savoir-faire, et qu'il participe au rayonnement du siècle de Louis XIV et de la France. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, et à vous abonner pour en avoir d'autres. À la prochaine!